Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on explore une source un peu particulière. Oui, un livre qui date un peu, non? C'est ça, Getting On in the World, de William Matthews, publié en... 1874. Ah oui, quand même, l'Amérique post-guerre civile pleine industrialisation. Exactement. Et ce Matthews, professeur de rhétorique à Chicago, il se propose de revisiter les clés du succès personnel. Une sorte de guide de développement personnel avant l'heure, en quelque sorte? Un peu ça. Notre objectif, c'est d'aller voir ce qu'il y a dedans, extraire les idées, voir ce qui nous parle encore aujourd'hui, Ou ce qui est vraiment... typique du 19e siècle. voilà. Voir ce qui a vieilli et ce qui reste pertinent. Et c'est un livre assez dense, non? Il aborde plein de thèmes. Ah oui, c'est très large. Le succès, l'échec, bien sûr, mais aussi la chance, le choix de carrière. La santé physique, la concentration, l'autonomie. J'ai vu qu'il parlait même des bonnes manières. Tout à fait. Les habitudes de travail, l'autopromotion, la persévérance, jusqu'au surmenage, c'est assez complet. Un vrai panorama des préoccupations de l'époque sur la réussite. Et pour démarrer, il utilise une analogie assez visuelle, celle de l'orchestre. Ah oui, laquelle? Il compare le premier violon, très visible, énergique, leader, au second violon, Qui est plus en retrait, c'est ça? moins sous les projecteurs. Exactement. Essentiel mais moins flamboyant. Ça pose direct la question de quel succès on parle. C'est une bonne entrée en matière. Et justement, il nuance d'emblée cette idée du succès éclatant, celui du premier violon. C'est-à-dire, Il dit qu'arriver au sommet, ça demande plus que juste de l'audace ou de l'esgroove, quoi. d'accord. Même les figures un peu controversées de l'époque, certains financiers qu'il mentionne, ils pensent qu'ils avaient quand même des qualités de fond, malgré tout. Ah, intéressant. Donc, même pour un succès visible, parfois un peu sulfureux, il y a une base solide derrière, selon lui. Ce n'est pas juste de la frime. C'est ça. Il ne suffit pas d'être un simple fonceur, comme on dirait peut-être aujourd'hui. Mais alors, il complique encore les choses, non? Parce que ce succès, même réel, n'apporte pas forcément le bonheur. Exactement. C'est le deuxième point. Il y a cette idée assez classique finalement, que le vrai bonheur réside plus dans la poursuite. Que dans l'atteinte de l'objectif. Oui. Il cite une phrase. L'homme n'est jamais béni, mais toujours sur le point de l'être. En gros, on est toujours en train de chercher quelque chose. La satisfaction est dans l'effort, dans la chasse, plus que dans la prise, c'est ça. Tout à fait. Il prend l'image du jardinier qui aime cultiver son arbre ou du joueur qui aime le jeu plus que le gain. C'est l'acquisition, le processus qui compte. Et du coup, il critique un peu cette obsession de viser seulement les postes très élevés, gouverneur, sénateur. Oui, il trouve ça un peu réducteur. Pour lui, l'honneur, la vraie valeur, on peut la trouver dans n'importe quel métier. Ah bon? Bah oui, si on l'exerce avec intégrité, avec la bonne intention. C'est pas l'étiquette du job qui compte, c'est la manière de faire. C'est une vision assez ouverte, finalement. Mais ça nous amène à une autre grande question qu'il traite, le rôle du talent inné, le génie. Ah, le fameux débat. Est-ce que tout le monde peut réussir juste à force de volonté de travail? Et alors, sa position? Il est plutôt sceptique, j'ai l'impression. Oui, il ne croit pas trop à cette idée que le génie n'est qu'une longue patience, la formule de Buffon. Ou que bosser comme un fou suffirait pour devenir Shakespeare? Voilà. Pour lui, ça ne suffit pas. Le travail est indispensable, bien sûr, mais il ne remplace pas un certain don de base. Il utilise des images pour ça, non? Oui, la tortue et le lévrier, par exemple. La tortue peut s'entraîner tant qu'elle veut, elle ne courra jamais comme un lévrier. Le travail améliore, mais ne crée pas le talent fondamental. Et il va même plus loin, il dit que la volonté elle-même, cette force de caractère, c'est aussi un don naturel. Exactement. Une forte volonté, c'est rare, c'est précieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça nuance pas mal le discours purement volontariste qu'on entend parfois. Tout à fait. D'ailleurs, il remarque que beaucoup de gens qui réussissent, en fait, n'avaient pas forcément un plan de carrière super défini au départ. Ah oui? Non, ils avançaient plutôt étape par étape, avec cette volonté constante de faire au mieux, de progresser, pas forcément une vision à très long terme. Et c'est là que la persévérance devient capitale, surtout pour ceux qui n'ont pas des talents exceptionnels. C'est ça. L'image de l'épée spartiate, si elle est trop courte, fait un pas en avant. La ténacité compense. Il parle de la médiocrité triomphante. Le terme est un peu dur. Oui, mais l'idée, c'est que des capacités, disons, normales, Mhm. mais bien utilisées, bien concentrées, peuvent être plus utiles, avoir plus d'impact Mhm. que des talents brillants, mais mal employés ou dispersés.
Exactement. Et il prend l'exemple de George Washington. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'il dit sur Washington? Mais selon Mathius, son succès tenait moins à un génie militaire ou à une éloquence incroyable qu'à son bon sens, son travail, ses principes forts, son caractère. L'application pratique et l'adéquation à la situation primeraient sur la pure brillance intellectuelle. Voilà l'idée. Ce qui nous amène à une autre grande interrogation, la chance. La bonne ou la mauvaise fortune? Ah, le facteur chance, il s'attaque à ceux qui rejettent toujours la faute sur la malchance, les circonstances. Oui, le mycobérisme, il appelle ça. D'après le personnage du Dickens qui attend toujours qu'un miracle arrive. Et il donne des exemples où la chance semble vraiment jouer un rôle fou, non? Ah oui, il a des anecdotes savoureuses, comme ce Lord Timothy Dexter qui envoie des chaufferettes. Des bouillottes, quoi. Oui, aux Antilles. Mhm. Une idée complètement absurde. Et il fait fortune parce qu'ils s'en servent comme écumoire dans les sucreries. Incroyable. Ou l'avocat Erskine. Sa carrière décolle grâce à une série d'événements improbables. Une entorse, des confrères ennuyeux, un autre qui tombe malade. Ça laisse songeur. On comprend pourquoi on peut être tenté de croire au destin. Il cite aussi Mahomet et la toile d'araignée, Franklin et son livre. Oui, la chance semble être partout. Mais il remet vite les pendules à l'heure. C'est-à-dire, Il dit que c'est trop facile de tout mettre sur le dos de la chance. C'est souvent une excuse pour ne rien faire. Au final, réussir, c'est faire la bonne chose de la bonne manière au bon moment. les circonstances, ce sont des outils, pas une fatalité. Comme le vent pour le marin. Exactement. Faut savoir s'en servir. Et surtout, la force intérieure, la préparation, ça permet de surmonter beaucoup de choses. Il admire Nelson, Coligny après ses défaites, la préparation de César. L'idée, c'est qu'il faut saisir l'opportunité. La fameuse occasion avec les cheveux de vent. Et chauffe derrière. Oui, mais il faut aussi savoir la provoquer parfois, battre le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud. Les découvertes, c'est pas juste des coups de bol. Donc, volonté, travail, saisir ou créer sa chance. Mais la base, c'est de choisir la bonne voie, au départ. Il insiste là-dessus. Ah oui, c'est fondamental pour lui. Trouver la profession qui correspond à ses talents naturels. Il cite Horace, choisir un sujet à sa mesure, Et l'échec viendrait souvent d'une erreur d'aiguillage. très souvent. Le bon mécanicien qui devient un mauvais médecin, le commerçant qui aurait dû être avocat, L'image des formes géométriques et des trous. Il faut trouver le bon emboîtement. c'est ça. Parce que quand on est dans sa pente naturelle, le travail devient plus facile, presque une passion. L'application est intense. Il donne des exemples d'artistes ou de grands hommes qui ont montré des signes très tôt. Oui, Handel, Bach, Benjamin West avec ses pinceaux en poil de chat, ou Napoléon jouant à la guerre, Nelson. Mais ce n'est pas automatique non plus. Non, il nuance. L'exemple de Lord Chesterfield qui échoue à former son fils montre que ça ne marche pas toujours. L'important, c'est de ne pas s'obstiner si on n'est manifestement pas fait pour quelque chose. Et une fois qu'on a trouvé sa voie, il faut s'y tenir, éviter de papillonner. Oui, la persévérance est clé. Et même si la voie est modeste, on peut l'honorer par la manière dont on s'y consacre. D'accord. Ensuite, il parle des fondations personnelles pour réussir, notamment la santé. Oui, et c'est assez novateur pour l'époque. Il parle de talent constitutionnel, la vigueur physique soutient l'esprit. Il critique un peu son temps qui privilégiait l'étude au détriment du corps. Le lien corps-esprit est très présent. L'anecdote du médecin dont la foi dépend du vent d'Est, Ou Cicéron qui a dû se renforcer physiquement. Il souligne que les médecines intellectuelles au XIXe siècle demandaient de l'endurance. La robustesse de Scott, Franklin, Napoléon n'était pas anodine. et l'autre pilier personnel essentiel, c'est la concentration. Absolument. L'ère des savants universels est finie, dit-il. Il faut focaliser son énergie. Il cite Emerson, l'homme est comme ce spat du Labrador. Éterne, jusqu'à ce qu'on trouve le bon angle qui révèle sa couleur. Voilà, il faut trouver son angle, son domaine et s'y consacrer à fond. Comme Michel-Ange, il met en garde contre la dispersion des talents. Mieux vaut être un homme entier dans un domaine, même limité. Oui, l'image de la chaudière à vapeur, l'énergie concentrée produit une force immense. Donc, santé, concentration. Et ensuite, il faut agir. Il insiste sur l'autonomie. Le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il se méfie un peu de l'aide extérieure trop précoce. Ça peut affaiblir selon lui. Les obstacles, les difficultés, c'est ce qui forge le caractère. Il cite Nitor in adversum,
Je lutte contre l'adversité. C'est ça. Les difficultés développent la puissance. Il doute que les lois ou les institutions puissent vraiment rendre les gens travailleurs s'ils ne le veulent pas. C'est l'expérience, le terrain qui apprend. Il faut compter sur soi. Et avec autonomie vient le sens pratique. Il pointe le décalage entre théorie et pratique. Oui, l'esprit le plus savant peut être complètement paumé dans l'action. Il oppose l'érudit Bolingbroke au pragmatique Walpole, qui, lui, se méfiait des livres. Ce qui compte, c'est un esprit bien entraîné plutôt que juste richement meublé. Exactement. Le bon sens, l'adaptation, comprendre les besoins du moment. Et le tact, cette intelligence des situations. Les hommes pratiques réussissent parce qu'ils vont à l'essentiel. Ils tranchent les nœuds gordiens. Voilà. Et pour trancher, il faut une autre qualité. La décision. La force de décision. Parfois plus importante que l'intelligence même, dit-il. Oui, c'est la volonté qui actionne tout. Les exemples militaires sont là. Napoléon à Arcola, Wellington et son calme légendaire. Ou même l'anecdote de la foule maîtrisée par quelques policiers décidés. C'est ça. La capacité à décider vite et bien, c'est crucial. À l'inverse, l'indécision paralyse. Les colonnes vertébrales en caoutchouc. C'est l'image qu'ils utilisent. Charles Quint, Mackintosh, des vies marquées par l'hésitation ou l'inachèvement. Bon, il parle aussi rapidement des manières et des habitudes. Oui, comme des outils. Manners make it man. La politesse, le respect, c'est un capital. Le mercier poli qui fait fortune, Monsieur Butler et sa bobine de fil. Et les bonnes manières facilitent les relations. Et les habitudes, elles, créent une dynamique. Exactement. L'habitude de l'application, de la méthode, de l'exactitude, la ponctualité, essentielle pour la confiance. Il cite Nelson, Washington, Louis XIV. Et l'expédition. Faire bien, mais vite aussi. Et puis, il y a ce chapitre sur, se faire connaître. L'autopromotion. Ah oui, ça c'est très 19e siècle dans la forme, mais l'idée reste d'actualité. Il constate qu'il ne suffit plus d'être bon, il faut le faire savoir. Sonner sa propre trompette, parfois. C'est ça. Il donne des exemples de marques qui ont réussi grâce à ça, les crayons Faber, les pilules Brandress, l'astuce de Barnum avec ses horloges. Il critique la modestie excessive qui mène à l'oubli. Oui, mais il critique aussi la prétention sans fondement. C'est trouver un équilibre. Mais l'idée, c'est que répéter son message, affirmer sa valeur, ça finit par créer une reconnaissance. Et au fondement de tout ça, encore et toujours, la volonté, la persévérance. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ils peuvent parce qu'ils croient à pouvoir. Les exemples sont nombreux. Napoléon, ceux qui surmontent des handicaps, comme Scott ou Byron. Et surtout, ceux qui transforment un échec initial en succès. Disraeli huait Erskine à ses débuts. Oui, la ténacité du bulldog. Et derrière, le travail acharné. La fameuse phrase « Les pigeons rôtis ne volent pas tout seuls dans la bouche ». Il développe aussi un concept que j'ai trouvé très intéressant, la puissance de réserve. Oui, l'idée d'avoir des ressources en plus de ce qu'on utilise tous les jours, comme une armée avec des réserves. C'est une critique de la connaissance superficielle, du bachotage. Tout à fait. Il oppose la source jaillissante, celui qui a des réserves, à la citerne vide. Certaines personnes impressionnent parce qu'on sent qu'elles ont sous le pied une puissance latente. Comme Webster dans son débat ou Sheridan trouvant des ressources en pleine crise. C'est ça. Et cette réserve, elle se construit par le travail patient, régulier, la concentration profonde, mais sans devenir trop étroit d'esprit. Et ça rejoint la gestion du temps et de l'énergie. Il se moque de l'excuse du manque de temps. Oui, les gens très occupés trouvent souvent le moyen d'en faire encore plus en utilisant les petits moments, les interstices, l'accumulation progressive. Il cite des exemples comme Elihu Burritt, le forgeron savant, ou John Quincy Adams. Mais et c'est là où ça devient très actuel. Il lance un avertissement majeur contre le surmenage. Le chapitre « Overwork and Underrest ». Oui, il décrit ce rythme effréné de son époque, la vie qui use. Un vrai fléau selon lui. Il parle d'anxiété, de maladie. Il liste même des personnalités mortes prématurément à cause de ça. C'est un vrai cri d'alarme. Le repos, les loisirs, les vacances, ce ne sont pas des luxes, mais des soupapes de sécurité. Exactement. Ne pas épuiser son capital d'énergie. Et il note aussi le problème de la retraite pour ceux qui n'ont vécu que pour le travail. C'est très lucide pour l'époque. Et tout ça l'amène à sa conclusion. Qu'est-ce que le vrai succès finalement ? Il questionne la définition purement matérialiste qui commençait déjà à s'imposer. Est-ce que la vie, c'est juste écraser les autres pour l'argent ? Il rappelle que le succès mondain n'est pas le seul. Il prend l'exemple du Christ. Il invite à respecter d'autres valeurs, les trésors incorruptibles. Mais sans être naïf non plus.
Il reconnaît les avantages du succès matériel, confort, respect. Oui, il n'est pas idéaliste au point de rejeter ça, mais il cherche une définition plus profonde. Et pour lui, le vrai succès, c'est de bien jouer son rôle, comme disait Épictète, accomplir sa mission personnelle avec énergie et intégrité. Peu importe le niveau de la mission, en fait, même modeste. Anoblir sa tâche par l'esprit qu'on y met. C'est ça. Au fond, la valeur, c'est peut-être moins d'atteindre le succès aux yeux des autres que de l'avoir mérité par son effort, son caractère, la conscience tranquille. C'est fou comme ce livre de 1874 aborde des tensions qui nous sont encore si familières. Talent contre effort, chance contre préparation. L'importance de trouver sa place, la concentration, et surtout cet avertissement sur le surmenage. Oui, cette critique de la course à la richesse et de l'épuisement, on dirait qu'il nous parle directement 500 ans plus tard. Tout à fait. Son appel à un succès plus équilibré, qui intègre le bien-être, le sens, ça résonne incroyablement fort aujourd'hui, dans notre monde encore plus rapide. Ça nous laisse sur une question finalement. Comment est-ce qu'on applique cette sagesse du 19e siècle à nos vies actuelles? Comment trouver notre propre équilibre, notre propre définition du succès face aux pressions contemporaines?